J'ai l'habitude de dire que je suis géographe et que c'est mon seul parti. Être géographe, mais aujourd'hui la notion de géographie a changé. Elle est beaucoup moins large que lorsque nous-mêmes faisions nos études, car c'est un champ disciplinaire qui touche tous les domaines. Un champ disciplinaire qui concerne aussi bien les sciences dures que les sciences de l'homme. Or aujourd'hui, malheureusement, la géographie a dérivé uniquement sur les sciences humaines, oubliant ses fondements de sciences dures, notamment de morphologie, de géologie, etc. Je fais peut-être partie de ces dernières générations qui ont été formées à cela, à cette vision complète. Et c'est pourtant très important à un moment où justement la crise climatique nous amène à reconsidérer la notion de complexité. Pour me définir plus précisément, j'ai été enseignant à tous les niveaux. J'ai été formateur d'enseignants, comme prof d'école normale et d'IUFM. Et puis, étant un esprit un peu libre et ne supportant pas nécessairement certaines orientations politiques, je me suis réfugié, si j'ose dire, à l'université, mais sans volonté véritable d'y aller. Ce qui a compté surtout pour moi, c'est ma liberté de penser. Liberté de penser que j'exprime à travers ma vie militante, au sein d'associations. Alors il y a eu Géographes de Bretagne, il y a toujours Géographes de Bretagne. Il y a l'association Arfals-Colvreys. Et tout récemment, depuis 2019, partant de l'association Arfals-Colvreys et notamment des derniers ouvrages que j'ai rédigés, on a monté Bretagne Majeure, qui revendique une autonomie de gestion de la Bretagne. Je dirais qu'elle manque déjà. Elle manque déjà. La question, elle est déjà posée depuis longtemps. Disons que nous maintenons un approvisionnement en eau aux populations au biais d'artifices, mais j'ai le souvenir que lorsque j'étais enfant dans le pays de l'Orient, comme sur les îles, toutes les maisons avaient leurs citernes. Et citernes qui, bien sûr, s'expliquaient par l'absence de réseau, mais qui s'expliquaient aussi par la difficulté à se procurer de l'eau en période estivale. Et donc, cette question de l'eau n'est pas nouvelle, sauf que dans nos sociétés actuelles, nous consommons énormément d'eau et on ne prend pas conscience de sa rareté, justement. Elle coule si facilement au robinet, et comme je le dis souvent, un habitant urbain qui prend une douche ne se pose pas la question de savoir d'où vient l'eau qu'il consomme à ce moment-là. Je crois que les événements de Vendée, des bassines de Vendée, tout récemment l'a démontré, mais ce qu'on retrouve dans le sud-ouest aussi, et quand on regarde ce qui se passe actuellement dans le sud de l'Espagne, c'est plus qu'une guerre de l'eau. C'est la confrontation d'une société à une désertification, et donc inéluctablement la question de l'appropriation de cette richesse se trouve posée. Alors nous y allons. Déjà si je prends un département comme le Morbihan actuel, s'il n'avait pas ces systèmes de régulation et d'interconnexion, serait dans une guerre de l'eau, déjà. Alors la vraie question, c'est de se poser la suivante. Peut-on tout résoudre par ces procédés techniques, et jusqu'où peut-on le faire? Et n'a-t-on pas, parallèlement à leur existence, n'a-t-on pas à se poser d'autres questions, d'autres usages sur ce bien qui est plus qu'un bien commun, qui est un bien vital? La Bretagne passe pour une région humide. On passait pour une région humide. C'est fini ce temps-là. Il suffit de voir aujourd'hui les changements climatiques que nous avons, qui font que le traditionnel climat breton d'influence océanique est devenu une sorte d'image du passé. Rien que ce mois-ci, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas plu. On est sous des influences de vent d'est, d'anticyclones continentaux, qui sont desséchants. Et quand on regarde les cartes de météorologie sur l'échelle européenne et atlantique, on constate que les grands systèmes dépressionnaires, ce qu'on appelait traditionnellement les systèmes norvégiens, qui arrosaient la Bretagne, partant des zones de Terre-Neuve, balayant tout le nord Atlantique, aujourd'hui ne viennent plus sur nos régions, mais sont pratiquement 2 degrés à 3 degrés au nord
concerne le Nord-Irlande, l'Écosse, la Norvège, mais plus nos territoires. Donc la question des rythmes et des fréquences de précipitation n'a plus rien à voir avec cette image qui a fonctionné jusqu'aux années 80-90. Et là, nous sommes dans d'autres systèmes pluviométriques et hydriques, et on a du mal encore à les cerner. Mais on le voit bien, et les prévisions du GIEC sur ce plan sont, je pense, d'une extrême justesse, avec une annonce de diminution d'au moins un quart à un tiers des précipitations sur notre région, avec des inégalités au sein de la région, avec surtout des rythmes de pluviométrie, ou de pluviosité, pardon, qui vont être très différents selon les saisons, et qui s'annoncent par des phénomènes beaucoup plus brutaux, et on le sait bien, des précipitations brutales ne sont pas celles qui rechargent plus facilement les nappes. Bon, mais je pense qu'il y a des experts qui ont dû vous en parler aussi bien et sinon mieux que moi. Voilà, donc cette question de la raréfaction, elle est réelle. Elle est réelle, et l'été 2022 a été sur ce plan, je crois, un révélateur de ce qui nous attend. Et c'est terrible parce que, comme sur d'autres questions, je pense notamment à l'élévation du niveau marin, il faut qu'il y ait des périodes de crise pour que les sociétés prennent en compte ces évolutions. La crise de submersion marine, c'est la catastrophe de la faute sur mer qui a réveillé les opinions alors qu'on pouvait l'annoncer depuis longtemps, personne n'écoutait. Et là, l'été 2022 a été sur ce plan aussi la crise nécessaire pour que la société prenne en compte l'évolution de la situation. Vous pensez qu'elle sera suffisante pour vraiment modifier en profondeur les Non, 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 absolument pas. Parce que nous sommes dans des systèmes qui sont sociologiquement terriblement inertiels. On fonctionne sur des acquis, et on est face à une telle complexité que remettre en cause un élément, c'est remettre en cause toute la chaîne des éléments. Et ça, nos sociétés ne s'y prêtent pas. Elles s'y prêtent d'autant moins qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société marchande, où seule la lecture économiste prévaut. Les dimensions sociales, environnementales, etc. n'entrent pas en ligne de compte. Et tant que le système pourra perdurer dans sa logique marchande, et l'eau, justement, est un bien qui connaît une marchandisation de plus en plus forcée, eh bien, nous risquons de perpétuer ce système jusqu'à aller dans le mur. L'homme ne réagit que quand la crise est là. C'est terrible à dire, et ça pose une question fondamentale qu'on aura peut-être l'occasion de reposer ultérieurement, c'est la question de ce qui différencie l'homme des autres espèces. Selon les biologistes des années 70-80, ce qui différenciait l'homme des espèces animales, c'était sa capacité d'anticipation. Aujourd'hui, on peut s'interroger. Hier, j'entendais un présentateur de télévision évoquer le problème de l'eau en Bretagne et dire cette chose toute juste, que 80% de l'eau en Bretagne, c'est de l'eau qui tombe du ciel, il n'y a rien dans les nappes. C'est un peu simpliste, mais combien de Bretons le savent eux-mêmes actuellement? C'est pas sûr. Et ça, c'est une spécificité de notre vieille péninsule armoricaine, qui est un socle granitique ou de roches métamorphiques, c'est-à-dire un sol qui n'a pas de réserve profonde. Il n'y a de réserve en nappe qu'un petit peu dans le Léon et dans le Trégor. Et quand je vois aujourd'hui des gens faire des forages, ça me pose problème, parce que dans les années 80, j'ai travaillé pour les services hydrologiques de la DDA. Ici, sur le Morbihan, on faisait des petits films justement sur la préservation de l'eau, et j'étais effaré de la vitesse à laquelle l'eau percole dans des sols granitiques. C'est très très lent, c'est 1,5 mm à 3 mm par an. Donc quand on attaque des nappes profondes, on est sur des nappes d'eau qui remontent avant même notre ère. Dans le contexte actuel de consommation, c'est perçu comme une fragilité, bien sûr. Bien sûr, et avec une dimension qui est à prendre en compte, parce que aussi beaucoup de gens, notamment sur les zones littorales denses, n'ont pas conscience de cela, c'est que quand ils font des forages profonds, ils pompent cette nappe phréatique et ils ne se rendent pas compte qu'il y a un vase communicant avec la mer.
Il y a des régions européennes, je pense au sud de l'Italie, qui ont des nappes d'eau profondes entièrement salinisées. Ils ont tellement pompé l'eau douce que l'eau de mer l'a remplacée. Et ça, c'est grave, parce que quand je vois ce qui se passe sur le littoral, nombreux sont des gens qui font leur forage profond. Bon, donc cette question, elle est importante. Alors maintenant, pour revenir à celle que vous posiez, eh bien, je me dis que on a oublié justement ce qui est le fondement même de la nature de notre propre milieu. Les sociétés d'il y a encore 50 ans avaient un rapport à l'eau qui n'a rien à voir avec celui que nous pratiquons aujourd'hui. Et c'était peut-être une des caractéristiques du peuplement de la Bretagne. Quand nous étions étudiants, nous apprenions que l'habitat était dispersé en Bretagne parce qu'il y avait de l'eau partout. C'est vrai. Mais de l'eau en petite quantité, à un moment où les usages étaient parcimonieux. Donc, la société bretonne trouvait son équilibre entre des eaux pluviales de surface et une dispersion, et en même temps, parallèlement, une faible consommation. Donc ça assurait une pérennité de la ressource tout au long de l'année quasiment. Sauf sur les zones littorales. C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais des citernes. Mais autrement, non, on assurait nos besoins. Par contre, aujourd'hui, clairement, on ne les assume pas. Pour reprendre quelques chiffres, je ne sais pas si vous les avez eus, mais actuellement, on estime que sur la Bretagne, c'est l'équivalent de 10,4 milliards de mètres cubes qui tombent sous forme de pluie et qui retournent à la mer. Donc, si nous ne captons pas ces 10 milliards et demi de mètres cubes au cours de leur transit à la surface du sol, c'est une ressource qui est perdue. Et dans le même temps, on consomme l'équivalent, en 2016, on consommait presque 277 millions de mètres cubes. Alors, ça peut paraître dérisoire, mais comme l'eau est fugace et qu'elle s'écoule de plus en plus vite à la mer, en fait, notre consommation est à peine en équilibre avec ce qui tombe. Puisqu'on estime, les travaux des hydrologues notamment, ont montré que l'eau qui tombait sur le plus éloigné bassin versant, à la source du plus éloigné bassin versant qui existe en Bretagne, c'est-à-dire le Haut-Meux, le fleuve le plus long, lorsqu'il arrive, cette eau arrive à la mer, il y a 50 ans elle mettait 8 jours, maintenant elle met 3 jours pour effectuer ce trajet. Donc on a un temps de captation de cette eau qui est très très court. Et là c'est une des clés peut-être à venir de notre relation à la ressource en eau. Ça pose la question justement de nos capacités à retenir l'eau dans son écoulement naturel en surface. Alors les sociétés anciennes avaient une réponse à cela, des réponses même. C'était quelque chose alors sans doute d'empirique, mais en même temps reposant sur des pratiques liées à l'observation. Et assurément, le maillage du tissu bocager était un élément important de retenue de cette eau pluviale. Mais il y avait derrière tout un système avec les talus bien sûr, les systèmes arborés, les fossés, les noues, les petites réserves, même les barrages sur les fleuves, les petits fleuves côtiers qui aujourd'hui sont poursuivis au nom de la continuité hydrique. Il y avait tout un système, j'oubliais les tourbières, et tout un système donc qui, naturellement, mais aussi par l'action de l'homme, parce que je pense aussi aux prairies humides, était institué pour faire que l'eau reste le plus longtemps possible en circulation à la surface du sol. Et aujourd'hui, on a perdu tout ça. Je prends le fossé qui est à côté, par lequel vous êtes entré, il est comblé, personne ne l'entretient. Et quand il pleut, l'eau court sur la route. Bon, c'est une absence de vision globale et collective par rapport justement à la rétention de cette ressource. C'est pas nous en Bretagne, c'était toutes les sociétés anciennes qui avaient un lien à la nature beaucoup plus fort que celui que nous avons, qui respectaient la nature. Vous savez, moi j'ai vécu en Afrique dans des sociétés animistes, l'eau est tout aussi sacrée, mais
c'était parce que dans ces sociétés, on savait l'importance vitale de l'eau. Nous la considérons aujourd'hui dans nos sociétés modernes comme étant un bien consommable. C'est tout. Qu'on paye, peu importe le prix, au prix fort. Un produit, voilà. On ne se pose pas la question de sa pérennité, on se pose la question simplement de sa disponibilité. Et même pas de sa nature. Et même pas de sa nature ni de sa qualité. Hein, tout à fait. Donc là, il y a quelque chose qui est profondément problématique et qui est une absence totale d'éducation, de réflexion par rapport à ces biens fondamentaux de notre environnement, l'eau, l'air, la mer, la terre, etc. Hein. Aujourd'hui, nous consommons et nous détruisons. Jean Ballory a abordé cette question sur cette relation intime de l'homme au milieu, cette dépendance et cette intégration de l'homme dans des sociétés anciennes qu'il y a partout sur Terre, qu'elles soient inuites ou autres, ou africaines ou autres. L'homme ne se perçoit que comme un élément constitutif de cet environnement naturel. Ça n'est plus le cas. Et ça n'est plus le cas depuis au moins le XVIIe, mais surtout depuis le XIXe siècle avec la révolution industrielle. Ça, c'est un point sacrément important. On a cru, et ça, là, on rejoint une question épistémologique de la géographie. Et c'est pas par hasard d'ailleurs que j'aborde cette question-là, parce que la géographie, en tant que discipline scientifique, est née de cela. De ce positionnement au moment de la révolution industrielle, milieu du XIXe siècle, de cette réflexion de la relation de l'homme au milieu, et à un moment où la technologie de la révolution industrielle donnait à l'homme des capacités d'intervention sur l'environnement. Alors, on était à la charnière de deux mondes, d'un monde traditionnel, marqué par ce lien profond de l'homme à l'environnement, qui pouvait se traduire justement par des croyances. Et pour moi, les religions animistes sont sur ce plan magnifiques, mais qui se perpétuaient dans nos propres sociétés paysannes. Et la révolution industrielle, le scientisme, qui pose la question fondamentale du pouvoir de l'homme de transformation de cet environnement. Et tout le XIXe siècle, le XXe même, on pourrait dire, a fonctionné sur ce modèle de pensée. On est passé de l'homme qui se confrontait à la nature dans des capacités, je dirais, égales, à une vision de l'homme qui a la capacité à maîtriser la nature, très différemment. Et les années 20-30 du XXe siècle ont été la splendeur, après la Première Guerre mondiale, de cette capacité technicienne de l'homme. D'où les modèles socialistes de gestion du territoire de l'Union soviétique, mais aussi qu'on retrouve dans les pays neufs comme les États-Unis, le Brésil, etc. Cette pensée qu'on pouvait tout faire grâce à la technique humaine des hommes. Et chose étonnante, les premiers à remettre en cause cette vision-là, ça a été les géographes, justement. Et je cite toujours, moi, le choc que j'ai eu en 1975. Je me rendais à Bamako. À l'époque, j'étais en brousse en Afrique. Se procurer des bouquins, c'était pas évident. Et j'allais quelquefois à Bamako. Et la seule librairie à Bamako, c'était les éditions de Moscou. À l'époque, c'était un régime marxiste. Et là, dans cette librairie des éditions de Moscou, je tombe sur un petit ouvrage collectif de géographes russes, magnifique, Homme, Nature et Environnement. Et une analyse critique de tout le système de planification et de transformation du territoire de l'ex-URSS. C'était quelque chose d'intéressant. Quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, j'ai assisté à une super conférence de Philippe Pinchemel, professeur à l'École normale supérieure à Paris, qui préparait un ouvrage, je ne sais plus son titre, je vais vous le retrouver, et qui pose la question justement d'abandon de cette lecture-là. Retrouvons l'humilité de l'homme, des comportements humains par rapport à la nature. Et il développe à ce moment-là un concept qui est magnifique, qui est le concept que je cite de géosophie. Retrouvons la sagesse d'usage de la Terre. C'est-à-dire qu'on retrouve, quand je vous parle de boucle épistémologique, on retrouve le fondement
des comportements des sociétés animistes. Et se trouvent posés deux termes, alors qui sont différents selon les auteurs, mais enfin qui veulent dire la même chose. Je vous ai parlé du terme de peuple racine qu'utilise dans ses derniers ouvrages Jean Mallory, c'est-à-dire ce fait que l'homme n'a d'existence que s'il se raccroche au fondement qui constitue la vie sur Terre. Il y a un géographe breton qui, dans les années 60-70, a défini les choses, et je le cite aussi, c'est Maurice Lelanoux, sous un autre terme, il l'appelle l'homme habitant. Et je préfère presque l'homme habitant, parce que ça connecte mieux la responsabilité de l'homme par rapport à l'environnement. L'homme racine, il n'a de responsabilité que dans sa survie. Tandis que dans l'homme habitant, il y a une responsabilité qui est beaucoup plus grande, qui pose la question de la survie de l'homme, mais aussi son devoir de respecter les équilibres de la nature. Et donc cette mutation, les géographes ont été alors ça a commencé dans les années 60-70, et aujourd'hui, je pense que la question elle est vraiment d'actualité par rapport à la crise environnementale qui nous touche. L'écologie est née, est au fondement même de la géographie. Quand la discipline apparaît vers 1848-1850, en Allemagne principalement, ce sont des biologistes qui abordent cette question de la relation de l'homme au milieu. Des gens comme Hetzel, comme Haeckel, etc. Et ils l'ont dans une vision qui place l'homme justement comme une espèce parmi d'autres, mais très vite, il dérive vers la définition, et c'est Ratzel notamment, le grand géographe allemand Ratzel qui aborde la chose, une définition qui conduit l'émergence de la géographie vers ce qu'on appelle le milieu géographique. À l'époque, on est dans la perception que les sociétés sont dépendantes de la nature des milieux dans lesquels elles vivent. Le milieu impose sa loi, l'homme la subit. Et ça définit du coup des comportements sociétaux qui vont donner naissance à une science nouvelle, l'ethnologie, avec le concept de genre de vie. Et on pense à l'époque, mais c'est le début aussi de la connaissance, je dirais presque intégrale du monde, on a l'impression qu'à un milieu donné correspond à un genre de vie donné. L'homme est complètement dépendant des conditions naturelles dans lesquelles il se meut. C'est la lecture que l'on a au milieu du XIXe siècle, jusqu'aux années 1870-80, et qui est le fondement même du début de la géographie. Et pourquoi donc la géographie se différencie de la biologie? C'est parce que partant de cette considération-là, on part de l'idée que le milieu de vie constitué par tout ce qu'on appelle le biotope, aussi bien donc la partie vivante que la partie inerte, la biocynose comme le biotope, sont des éléments qui définissent le mode de vie des gens. Donc l'homme est complètement soumis aux règles de la nature. Cette vision-là, elle évolue avec le fait colonial. Le fait colonial permet aux Européens d'aller dans différentes régions du monde et commencer à se poser la question de la maîtrise de ces régions. Et ils découvrent à cette occasion que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'ils imaginaient. Je vais prendre un exemple. Pourquoi les deltas du sud-est asiatique sont très peuplés et pourquoi les deltas du monde africain sont vides. Alors qu'on est dans des milieux identiques. Et là se pose la question d'une absence de déterminisme aussi systématique. Et ça pose la question qui est celle de la capacité des hommes à s'adapter à un milieu en fonction de leur degré technique. Et c'est ce qui fait la force de l'école géographique française de la fin du XIXe avec Vidal de Lablache et ses émules, c'est ce qu'on appelle le possibilisme. La nature n'impose plus, disons qu'elle offre ses conditions, plus ou moins tendres, et l'homme, par son génie, a capacité ou non à s'y adapter. Et c'est ce qui conduit justement dans les années d'entre-deux-guerres à cette vision
rationaliste que la technologie va permettre de supplanter les contraintes de la nature. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces capacités technologiques restent limitées. Aussi fortes soient-elles, c'est d'une prétention illusoire que de prétendre contrôler la nature. Et là, la crise climatique actuelle le démontre parfaitement. Comment allons-nous gérer la montée des océans? Comment allons-nous gérer ces élévations de climat? Comment allons-nous gérer cette raréfaction de la pluviométrie? Pour les écologistes, les deux voies ont divergé à la fin du XIXe siècle. Les écologistes, à l'initiative de l'école allemande, sont restés dans une vision essentiellement de l'écosystème. C'est-à-dire un échange d'énergie entre les éléments de la nature. Et ils considèrent que l'homme n'est qu'un élément parmi les êtres vivants. Pour le géographe que je suis, et peut-être plus les géographes actuels, mais encore j'en doute, l'homme agit dans un environnement, mais il a une différence fondamentale par rapport aux autres espèces, et les géographes la définissent d'une manière suivante, c'est que il y a bien sûr la biocénose qui fonctionne avec le biotope, mais il y a une donnée qui intervient justement, c'est la capacité de l'homme intellectuellement à construire son propre environnement. C'est ce qu'on appelle la noosphère, la noocénose. Et seuls les géographes ont posé cette question. Alors, ça peut prétendre prétentieux, mais je rétorquerai deux choses. Qui fait la différenciation avec l'approche strictement écologique. Et d'ailleurs, en Grande-Bretagne, on n'agit pas de cette façon-là. Il n'y a pas de distinction. On parle d'environnementalisme, on ne parle pas d'écologie. Et quelle est la différence? C'est que, d'abord, nous sommes une espèce vivante, consciente. Et consciente de nous-mêmes. Et il n'y a pas de raison de se donner des verges pour se faire battre. Nous avons le droit de vivre sur Terre au même titre que d'autres. Mais il y a une deuxième raison, qui pour moi est essentielle. Alors, même si les progrès des sciences nous démontrent aujourd'hui que les animaux ont capacité à réagir, à anticiper pour certains, voire à fabriquer des outils, mais ça reste dans des proportions limitées par rapport à l'homme. Eh bien, l'homme, sur ce plan, a des longueurs d'avance énormes. Et il a une conscience, et normalement, ces deux éléments-là le distinguent, non pas par sa capacité à agir uniquement sur le milieu, sur l'environnement, mais surtout par sa capacité à le détruire. On a une capacité de destruction du milieu que n'ont pas les autres espèces. Et c'est en cela que se trouve engagée la responsabilité de l'homme. Cette notion de noosphère me semble essentielle pour cela. Nous avons des moyens incommensurables de détruire le milieu dans lequel nous vivons. Ce qui se passe en Ukraine, par exemple, aujourd'hui, c'est sacrément révélateur. Rares sont ceux qui évoquent l'idée que la combustion de toutes ces munitions, toutes ces destructions, les pollutions en aérosol de poussière et autres qui modifient l'atmosphère, ont une action sur le climat. Après la guerre de 14, il y a eu des périodes de diminution de la température sur Terre qui étaient liées au conflit. De la même manière, quand des éruptions volcaniques s'opèrent, on le sait maintenant. Et là, aujourd'hui, personne ne se pose la question, alors qu'on nous dit de faire attention à tout, des impacts de ce conflit, où on n'a jamais autant consommé d'armes que maintenant. Nous avons débordé de notre technologie à une technologie pensée, à une technologie sans éthique. Et ça, c'est terrible. Jusqu'au XIXe siècle, je crois qu'un progrès technique, quand il était amorcé, était pensé. Pensé avec ses conséquences. Peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il l'était. Beaucoup plus que maintenant. Aujourd'hui, on a une science qui fonctionne pour elle-même, qui trouvera toujours une réponse au dysfonctionnement qu'elle génère elle-même.
Et la réponse n'entraînera d'autres dysfonctionnements encore plus graves, et ainsi de suite. C'est une course à l'échalote. Et c'est là que la sagesse redevient fondamentale. Retrouver l'humilité et la sagesse de notre relation au milieu. Alors là, oui. On est d'autant moins sorti qu'on est dans une lecture marchande de la technologie. Nos sociétés ne vivent que dans cette course permanente au progrès. Et un progrès qui n'est que matériel. Je dois dire, mon expérience africaine, j'ai failli être initié. Si j'étais resté en Afrique, j'ai intégré un cercle d'initiation, et il y a des fois j'ai quelques regrets. Bon, ça m'aurait peut-être pas servi à grand-chose, mais quand même de mieux comprendre ces mécanismes de relation au milieu. Pour moi, Jean Mallory, c'est le géographe idéal comme on n'en fera plus aujourd'hui. Parce que justement, c'est ce que je disais au tout départ, être géographe, quand j'étais jeune, c'était bouffer de la géophysique en quantité, donc de la pédologie, de la morphologie, de la géologie, et après déboucher sur les réflexions, les comportements humains. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Les jeunes géographes ne font plus du tout toute cette approche physique. Et ce qui est important, c'est cette interrelation qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors on nous dit, vous n'êtes pas spécialiste de tel ou tel domaine. C'est relatif, hein. Lorsque je me suis battu contre les extractions de sable au large d'Erdeven par le groupe Lafarge, mes collègues géologues de l'université de Vannes m'ont regardé avec un sourire profond en disant « mais qu'est-ce qui vient fiche là dans le débat ?» Et je peux vous dire que sur les questions de morphologie littorale, j'en connaissais sûrement autant, sinon plus qu'eux, qui travaillaient sur soi-disant des modèles d'évolution morphologique du littoral. Parce qu'il y a une notion que ces gens-là n'ont pas, c'est la notion d'observation du milieu. Il n'y a pas besoin de créer des modèles numériques, il suffit de regarder ce qui se passe sur une plage. Tout simplement, ça nous renseigne sur beaucoup de choses. J'ai un ami, un très, très bon ami avec qui j'ai travaillé justement sur cette question de l'extraction de sable, qui est un biologiste, spécialiste du plancton. C'est quelqu'un, il n'a pas besoin de prendre son éprouvette et son microscope pour vous dire ce qu'il y a dans la mer. Il le sait rien qu'en l'observant. Et il va vous dire, décrire les systèmes de phytoplancton, de zooplancton qu'il y a dedans, rien qu'à la couleur de la mer. Tout apport de connaissances est bon à prendre. Et nos technologies actuelles le permettent d'avoir une précision justement de choses qui sont perceptibles ou pas d'ailleurs. Hein. Mais en même temps, ça ne doit pas nous exclure sur ce que je vais qualifier de bon sens. J'ai un ami médecin, moi, qui n'exerce plus maintenant, mais qui a beaucoup exercé, ancien radiologue, mais qui a beaucoup exercé dans les pays du tiers-monde, et qui, tout bêtement, quand il a commencé sa carrière à Banalec, se contentait de dire, parce qu'il ne parlait pas breton, quand il allait voir des gens qui l'appelaient, il se contentait d'observer, d'écouter, de palper, c'est tout. Et il savait à peu près de quoi il retournait. Alors maintenant, demandez ça à un médecin. Un médecin aujourd'hui n'ausculte plus, n'écoute plus. Il va se référer tout de suite à ce que les analyses sanguines ou autres vont lui donner comme résultat. Mais est-ce que le résultat finalement est différent ? Et pour vous, c'est un mix des deux, quoi. C'est un mix des deux, bien sûr. Et il ne faut pas rejeter cette lecture peut-être empirique, mais qui a sa rationalité aussi, dans la connaissance des milieux. Oui, quand il considère que nous ne sommes pas les princes souverains du monde, si vous voulez reprendre l'expression, oui, d'accord, il a raison. Mais il pose la question de la sagesse, là, en utilisant cette formule. C'est tout. Et la sagesse que nos anciens, peut-être pas tous, mais au moins les élites des sociétés anciennes, avaient. Et malheureusement, justement, on n'a plus de guide de cette nature aujourd'hui dans notre société. C'est ça le problème. Au niveau politique, tout d'abord, les politiciens ne sont absolument pas des guides, ce sont des opportunistes, hein, avant toute chose, qui fonctionnent sur du court terme. Nos scientifiques, qui sont peut-être pour certains... Alors, ça pose aussi la question de la science, parce que, justement, la science, c'est fractionné, c'est spécialisé. On est dans des sociétés, justement, techniciennes et marchandes, qui, pour devenir soi-disant de plus en plus opérationnelles, ont conduit aux spécialisations. Mais pas du tout à cette vision globale.
Il ne reste que quelques philosophes et quelques peut-être vieux géographes. Moi, j'étais beaucoup marqué par Jean Drèche. Jean Drèche, un grand géographe communiste de la de militant anticolonial. Quand j'analyse, j'ai été marqué par ses travaux parce que lorsqu'en 1976, les grosses sécheresses sont arrivées au Sahel, avec les conséquences que l'on connaissait à l'époque, c'est le seul qui ait eu une approche globale, qui posait bien sûr les questions des dérèglements climatiques, mais qui posait aussi le rôle néfaste ou les dérives des sociétés humaines dans leur adaptation au milieu. Et pour moi, c'est peut-être, avant même Edgar Morin, quelqu'un qui pose beaucoup plus prioritairement la question de la complexité et de la pensée. Voilà. Donc c'est ça qui manque aujourd'hui. Et rares sont les scientifiques qui aujourd'hui ont cette vision globale. Alors si, à part quelques philosophes. Comme tous ces biens vitaux sur Terre, malheureusement, on est dans des logiques de financiarisation. Stocker l'eau, par exemple, ça va coûter des fortunes. Hein. Et on vit, alors pour revenir à cette question spécifique de l'eau, le 19e siècle, dans une lecture qu'on pourrait dire égalitaire d'approvisionnement en eau des populations, hein, a défini cette logique de distribution universelle, pour des raisons sanitaires également. Et pour assurer cela, on a mis en place des systèmes donc de collecte, des réservoirs, d'interconnexion, et ça a été assurément un réel progrès. Je dirais l'hygiène dans les villes, notamment, s'est améliorée, etc. Mais ça coûte très cher. Ça coûte très cher et ça pose des problèmes d'inégalité spatiale pour les populations. Pour un habitant des villes, dans le contexte actuel d'accès à la ressource sans trop de problèmes, il est beaucoup plus aisé de voir ce besoin être assuré que pour une population des campagnes. Moi, je me souviens, l'arrivée du réseau d'eau potable dans la commune de mon enfance, c'était au milieu des années 50. Et encore simplement au bourg, mais pas dans les fermes. Donc, il y a cette la financiarisation qui est dépendante d'abord d'une vision de distribution universelle, est inégalitaire par essence, et elle est aujourd'hui contestée. Alors, on a vécu sur ce modèle on pourrait dire depuis l'entre-deux-guerres pratiquement, fin 19e siècle, début entre-deux-guerres pour la Bretagne. Et il faut reconnaître que face à la maigreur de la ressource en eau en Bretagne, nous sommes dans une région de France où les systèmes de collecte et d'interconnexion sont parmi les plus élaborés. Donc c'est un acquis. Maintenant, on peut se poser la question du bon sens de cela, parce que ça coûte très cher. Hein. C'est ce qui fait aussi que la Bretagne a aujourd'hui le prix du mètre cube d'eau le plus élevé de France. Eh oui. Hein. Il y a 2 ans, on était à 2,42 € du mètre cube en moyenne. Mais dans nombre de départements, ici par exemple, on est à près de 4 €. Et quand on va sur les îles, on atteint des niveaux, surtout quand il y a des manques d'eau en estivaux, qui impliquent du transfert par cargo ou de la désalinisation, on dépasse les 10 € du mètre cube. Donc là, se créent vraiment des inégalités spatiales. Et jusqu'où est-ce raisonnable ? Je prends un exemple comme Belle-Île. Belle-Île, quand on met en route l'usine de désalinisation, ponctuellement en été, c'est du 12 € du mètre cube. Si on restait sur les ressources elles-mêmes de l'île, nous avions fait une étude avec nos étudiants aux alentours de 2005, on partait du principe en 2005, qu'au-delà de 2015, selon les rythmes de croissance démographique, Belle-Île ne pourrait plus approvisionner en eau sa population par ses propres ressources locales. Donc, on est bien là dans une lecture coûteuse, mais qui ne dérange pas grand monde, puisqu'elle est source de profit pour les entreprises qui gèrent et auxquelles sont déléguées ces fonctions d'approvisionnement en eau.
Donc, qui a intérêt à casser le système? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la ressource en eau, elle est, comme je le disais, en Bretagne, elle résulte de la récupération des eaux de pluie sur l'ensemble du territoire. Et se crée quelque chose qui m'a fait bondir il y a quelques années au cours d'une conférence, une assemblée générale d'eau et rivière, où s'exprimait le responsable d'approvisionnement en eau de l'agglomération rennaise, c'est que aujourd'hui, eh bien, il y a des sortes de pactes qui s'opèrent entre les villes et les territoires d'approvisionnement. L'agglomération rennaise, par exemple, a créé un label qui s'appelle Terre de Source. Vous devez bien le connaître. Et ce label, eh bien, quand j'en ai entendu les normes, à mon sens, il est un peu problématique. Il est problématique car la ville se permet d'imposer aux agriculteurs des normes d'activité de façon à préserver la qualité de l'eau qui va être extraite de leur sol et sous-sol. Alors, on peut dire ça se défend, au nom des solidarités, au nom des équilibres environnementaux, etc. C'est un contrat. C'est un contrat. Mais en même temps, je sentais que ce contrat était très inégal. L'agriculteur n'avait pas trop le choix. Et ça pose une réelle question. En tout cas, c'était pour une agriculture plus vertueuse. Plus vertueuse, bien sûr. On va... de porc en bio, etc. Bien sûr, et pour éviter tous les pesticides et autres produits phytosanitaires, bien sûr. Et peut-être qu'il y a justement à imposer cette logique-là pour qu'il y ait un respect plus grand de la ressource en elle-même. On peut appeler ça un projet de territoire quand même. Ça peut être un projet de territoire. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait des compensations qui soient fortes pour le monde agricole. C'était le cas, puisqu'en fait, ils s'engagent à acheter pour toutes les cantines oui. de Rennes Métropole. Oui, mais si vous allez en Grande-Bretagne, dans ce genre de situation, à ce moment-là, l'activité de l'agriculture, indépendamment du marché, est subventionnée pour son rôle, notamment, je pense, dans les environnementalistes sensitiverias. Eh bien, l'agriculteur touche un salaire mensuel pour mener à bien son action de préservation de l'environnement. Et pourtant, on est en société britannique où l'argent compte beaucoup. Plus libéral encore. Oui, plus libéral qu'en France. Mais ils ont une approche de la préservation de l'environnement que nous n'avons pas. Pour eux, cette question est beaucoup plus vitale. Et tout à l'heure, quand je vous disais la différence entre environnement et écologie, les Britanniques sont des environnementalistes, beaucoup plus que nous. Et justement, on se respecte. Donc ça pose la question de l'égalité en fait du rapport ville-campagne. Et ça pose la question de ce rapport à un moment surtout où les agglomérations ont tendance à s'accroître. On ne se pose pas la question, et pour moi ça c'est une grosse question de géographie. Pour moi, quand je vois les métropoles rennaises, nantaises, brestoises, mais aussi les grandes conurbations de Sud-Bretagne se développer sans fin, je me dis jusqu'où est-ce rationnel? On sait que ce qui est la motivation majeure de cette densification et concentration qui s'opère dans ces métropoles, ce sont uniquement des logiques de marché, mais pas des logiques environnementales. Et peut-être faudrait-il inverser les choses. Peut-être faut-il se poser la question de l'équilibre environnemental avant d'envisager de recevoir des populations nouvelles. Parce qu'en fait, ça fait le bonheur des promoteurs. Surtout. Ça fait le bonheur des promoteurs, ça fait le bonheur des logiques de filières industrielles, parce que la métropolisation, c'est un projet économique, avant toute chose, c'est pas un projet social. Et donc, on passe outre la priorité de ces contingences environnementales et du bien-être des gens. Donc, vous voyez, alors quand j'entends certains responsables politiques, je pense au directeur de l'agence de bassin Loire-Bretagne, président, dire qu'il faut être solidaire entre régions, tout à fait d'accord, qu'il faut être solidaire entre ruraux et urbains, tout à fait d'accord. Là, je suis un peu moins d'accord avec lui quand il dit qu'il faut stocker l'eau. Je suis un peu moins d'accord quand il dit qu'il faut de l'interconnexion, parce qu'on sait au bénéfice de qui ces deux systèmes vont fonctionner. Ils fonctionneront en faveur essentiellement des concentrations humaines.
mais pas des campagnes. Moi, je ne suis pas nécessairement pour stocker l'eau. Je dirais stocker l'eau, c'est nécessaire. Hein, comme en Bretagne, on a l'équivalent d'à peu près 15 millions de mètres cubes. Oui, c'est ça, à peu près 15 millions de mètres cubes qui sont stockés dans des réservoirs de barrages, etc. Mais, et c'est utile. Mais est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire plutôt que de construire ces systèmes qui sont lourds? Et ça pose la question, et moi je pose la question qui est depuis très longtemps, de la capacité d'un territoire à porter une population, mais je pose aussi la question de l'adaptation de nos sociétés à cette rétention de l'eau dans les sols. Et là, on tourne totalement le dos à cette question. Comme je vous le disais, autrefois, une eau de pluviale mettait 8 jours à aller à la mer, maintenant 3. Pourquoi ? Parce qu'on a détruit les talus, parce qu'on a régulé les cours d'eau, parce qu'on a artificialisé les sols, etc. Et c'est tout un cheminement inverse qu'il faut aujourd'hui refaire. Je crois que la première des priorités, c'est comme pour l'énergie, ça consiste par économiser, avant de trouver des solutions plus techniciennes. Et économiser, c'est, en matière d'eau, c'est faire que l'eau reste le plus longtemps possible sur notre maigre sol que nous avons sur le massif armoricain. Et là, c'est des actions qui devraient être des priorités systématiques, urgentes, à mener dès maintenant. Et pour moi, la reconstitution du système bocager traditionnel est un enjeu vital de notre société, et pour plusieurs raisons. Pour stocker l'eau, pour replanter des arbres, parce que tant qu'on en a encore un peu d'eau, on peut faire pousser des arbres, dans 20 ou 30 ans, le pourrons-nous. Et parce que cette forêt linéaire, c'est une forêt comme une autre, et l'arbre, on le sait, la présence de l'arbre entretient la nébulosité et raccourcit le cycle de l'eau. C'est pas par hasard que les pays du Sahel recréent des grands programmes de replantation de ceinture verte pour recréer le cycle court de précipitation et évapotranspiration. Donc là, il me semble que un des enjeux de la Bretagne, en plus, il n'y a pas à inventer la poudre, ça fonctionnait dans notre société traditionnelle. Alors, on peut peut-être pas refaire le tissu bocager comme il l'était dans les années 60, avec son extrême densité, mais au moins sacrément l'amplifier. Mais il y avait dans le remembrement une vision de modernité qui était essentielle, de technicité dont je parlais. Croire que le progrès passait par une mutation totale d'un environnement. Alors ça a été la pire des conneries, et environnementales, et psychologiques, etc., et culturelles. Donc, il y a bien en Bretagne actuellement le projet, l'action de Braise Bocage, qui est louable, mais qui n'est pas assez importante, et qui malheureusement pose la question de replantation des haies arbustives, mais pas des véritables talus arborés, à la fois pour l'arbre et à la fois pour le talus, parce qu'on le sait, le talus est un élément très fort de rétention des eaux. Je vous ai mis dans l'ouvrage que j'avais sorti en 2020, là, j'avais mis des photos qui montrent bien comment ces talus jouent un rôle de rétention sur plusieurs jours après une pluie. Mais faisons tout pour limiter l'écoulement de l'eau rapide vers la mer. Déjà, on gagnera énormément. Il y a un deuxième point sur lequel j'insiste aussi. Je pose la question de la déconcentration et de la déresponsabilisation des habitants qui vivent dans ces agglomérations, de la précarité de cette ressource en eau. L'interconnexion les a déconnectés de cette réalité-là. Et moi, je vais peut-être être un peu drastique, mais comme de la même manière que je dis que face à la montée des marins du niveau de la mer, il faut que l'homme réapprenne à faire du littoral un usage parcimonieux et ne cherche pas à lutter contre la montée du niveau marin. Je dis que sur la question de l'eau, l'homme, de la même manière, doit apprendre à n'habiter qu'en rapport avec la capacité du milieu à lui offrir ses biens vitaux. C'est ce que j'appelle la capacité d'un milieu à porter une population. Ça impliquera une responsabilisation des populations, et pas que sur la question de l'eau, de tout, de l'énergie, de l'alimentation. On nous a trop déconnectés
de cette relation au milieu. Il y a des sociétés qui ont connu des remises en cause totales. La fin de l'Empire, au IVe siècle, préfigure beaucoup, je crois, d'éléments qui vont être ceux auxquels nous allons être confrontés. La vie dans les concentrations urbaines, on le voit bien, aujourd'hui, n'est plus supportée par des masses de population. Pourquoi est-ce que des populations refluent sur des zones plus rurales aujourd'hui, plus littorales ou plus montagnardes? Il y a une frustration de nature qui s'exprime à travers ça et un monde urbain qui est devenu insupportable dans ces conditions de vie. Bon, c'est la même chose, il se passait la même chose au IVe siècle. Hein. Au Bas-Empire. Au Bas-Empire, exactement. Hein. Bon, alors après, il y a eu les périodes noires, hein, mais où il a fallu réapprendre à vivre avec les villas, avec la campagne, comme on disait à l'époque, ce retour à la ruralité. Faisons-le sciemment. Moi, je pense que ça, c'est nécessaire. Retrouvons peut-être cette humilité d'action, justement, parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas notre technologie qui va nous sauver. Je ne le pense pas. À un moment ou à un autre, elle avouera ses limites, parce qu'elle est coûteuse. Et à ce moment-là, les catastrophes seront terribles sur le plan humain. Dans nombre de pays, la régulation va être naturelle. C'est cynique de le dire, mais ça va se traduire ou par des migrations ou par des disparitions de populations entières. Hein, avec des crises d'alimentation, avec des crises de grandes pandémies qui suivront, etc. Hein, c'est comme ça que s'autorégulaient les populations autrefois. Alors, moi je crains que dans les décennies à venir, les siècles à venir, justement, on soit confronté à cela. On va vivre des transferts de population énormes, on va vivre des transformations nécessaires des relations au milieu, et peut-être que ce sont malheureusement ces règles-là qui vont être privilégiées. Pour le moment, disons qu'on a un équilibre qui est précaire, mais je viens d'écrire un texte de prospective sur à peu près 2050, comme je vous le disais. Il y a les effets directs de la crise climatique, et donc qui vont toucher cette question de ces biens vitaux, mais naturels, mais on va être confronté surtout à des effets indirects, et je pense notamment à des grands mouvements de population. La Bretagne va faire figure de territoire privilégié par rapport à ce que vont vivre d'autres territoires de l'espace ouest européen. On vit aujourd'hui une fuite des populations des villes vers notre territoire où les conditions d'environnement sont plus agréables, mais jusqu'à combien de temps? Et on va vivre, à mon sens, deux grands mouvements de population dans les décennies à venir. Bien sûr, les mouvements de population venant du Sud, ça, il est amorcé sur toute l'Europe. Mais peut-être que ça ne va pas toucher immédiatement la Bretagne, et si ça ne la touche, ça ne va la toucher que dans les mondes urbains, puisque ce sont des populations qui s'orientent sur les systèmes urbains, métropolitains, où elles ont l'impression d'atteindre les symboles de notre niveau de vie, et où elles ont les capacités à s'intégrer plus facilement dans nos sociétés, plus que dans des espaces ruraux. Mais ce qui est amorcé aussi, c'est des migrations intra-européennes, de populations qui vont être amenées soit à fuir la chaleur et l'absence d'eau, soit à fuir l'élévation du niveau marin. Là, j'ai un fils qui vit dans le pays de Quimper, dans sa commune, de Cornouailles, dans ses communes de Cornouailles autour de chez lui. On enregistre aujourd'hui un transfert d'agriculteurs laitiers venant de la Frise vers le pays de Quimper. Parce qu'ils savent que ça y est, c'est terminé leur activité. Elle est terminée en raison de la pollution des sols qu'ils ont générés par leurs élevages intensifs, mais elle est terminée aussi parce que ce sont des territoires qui vont être submergés. Et ils anticipent déjà cela. Et ce sont des véritables organisations d'agricoles qui gèrent le transfert de peuplement, enfin des activités agricoles d'un territoire vers l'autre. Et ce n'est que les prémices de cette mutation. Mais qu'en va-t-il en être des populations venant de la péninsule ibérique, du sud de la France, qui pourront ne plus continuer aussi leurs activités? Donc la Bretagne, assurément, risque de voir des populations nombreuses arriver, de se densifier,
et se trouvera encore un peu plus posée d'une grande acuité, cette question de fournir à ces populations nouvelles ces biens élémentaires. Mais là, on est sur une question éminemment politique, et je ne sais pas si tout le monde la mesure, y compris nos élus, parce qu'on se place là sur des logiques à quelques décennies, mais je pense que d'ici 2050, oui, on sera dans le dur de ces questions-là. Moi, les derniers chiffres qui sont tombés sur le plus 4 degrés de réchauffement, alors c'est peut-être une approche globale, hein, il y a des différenciations spatiales selon les lieux où on se trouve en Europe. Je ne sais pas quel sera exactement le scénario, mais assurément, le degré 7, le degré 5 des accords de Paris et tout ça, mais c'était du pipeau. Et on le savait déjà. Et le dernier ouvrage de Eduardo Morena, là, sur ce que je vous citais, là, Grand Soir et Petit Four, démontre bien comment, à partir de la COP 15 de Copenhague, les grandes puissances financières qui guident la planète ont demandé aux gens du GIEC de mettre la pédale douce sur leurs prévisions, pour ne pas effrayer le client. Mais on voit bien, il suffit de prendre par exemple, je me suis plus intéressé à la question de l'élévation du niveau marin, mais dès le début des années 2000, les prédictions d'élévation du niveau de la mer sur le marégraphe de Brest étaient bien supérieures à ce qui nous était annoncé. Enfin, pas les prévisions, les constats, pardon. Hein. Donc, il est clair que le processus va aller plus vite, et surtout qu'on ne fait rien. Il y a des conséquences qui vont être terribles, et notamment sur une partie de la Bretagne, c'est tout le bassin rennais. Bon, on l'a abordé. Hein. Les travaux du GIEC et puis de l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, etc., ou de Météo France, etc., le disent tous, on va vers une diminution des précipitations, d'au moins 25 à 30%, une irrégularité de celle-ci, une violence de celle-ci, comme on le constate actuellement sur les épisodes pluvieux du sud de la France. On va vers des régions qui vont devenir difficiles en termes de lieu de vie. Alors le bassin rennais, oui. Quand on sait que par exemple le bassin rennais en été, pour reprendre le cheminement, le débit de la Vilaine à Arzal en été n'est ni plus ni moins que l'équivalent des eaux rejetées par l'agglomération rennaise. Bon, comment l'agglomération rennaise va-t-elle pouvoir assumer son approvisionnement en eau? Alors peut-être que dans un premier temps, l'interconnexion par l'aqueduc, je ne trouvais plus le mot, d'Arzal à Rennes va résoudre le problème. Hein, mais ça pose d'autres questions. Arzal, c'est une catastrophe environnementale. Ça a tué le Mortbrazi. Le Mortbrazi, qui était un des lieux sur Terre les plus riches sur le plan halieutique. La petite mer, hein, du Croisic, Watt, Édic, Belle-Île, Quiberon. C'était un lieu, sur le plan halieutique, parmi les plus riches de la planète. Regardez maintenant ce qu'il est devenu. Alors de temps en temps, il y a des booms planctoniques, hein, qui, lorsqu'on libère les eaux d'Arzal. Et donc ça tue toute vie marine. Hein. Il y a des espèces qui prolifèrent au détriment des autres. Et avec justement mon copain Pierre Molot, là, le spécialiste du plancton, combien de fois on a dit, mais la première mesure environnementale qu'il faudrait mener en Bretagne Sud, c'est de faire dynamiter le barrage d'Arzal. C'est un peu brutal comme formule, mais si on veut retrouver une mer qui nous nourrit, il faut que l'eau redonne les conditions permettant à la filière halieutique, à toute la chaîne tropique de se reconstituer. Bon, donc on est là sur des questions qui reposent l'avenir de cette concentration urbaine sur l'est de la région, Rennes et Nantes d'ailleurs. Hein. En plus dans des zones qui risquent d'être peut-être à terme, qui risquent de passer sous le niveau de la mer. Peut-être pas immédiatement, mais sur des horizons plus lointains. Ça c'est une chose essentielle pour moi. J'ai plutôt travaillé sur l'aménagement littoral, mais de voir que toute la gestion des eaux continentales ne se pose pas la question de devenir des eaux marines, et notamment des eaux marines bordières. Ça, pour moi, c'est un point scandaleux.
Parce que dans la série de films que nous avions faite il y a quelques années, justement en 2015, de la mer à la source, nous posions bien la question qui était fondamentale, c'est que si on veut des eaux de qualité à terre, il faut se poser la question de la qualité des eaux en mer et remonter tout le système hydrique jusqu'à la source. Et si je peux paraître comme un vieux réactionnaire qui ressort des recettes d'autrefois avec mes talus bocagés, ce n'est pas parce que c'est du passé que ça n'est pas moderne. La modernité est peut-être là. Et de la même manière, dans l'organisation du territoire, quand je ressors le concept de pays, je suis exactement dans le même cas de figure. La Bretagne, comme je vous le disais, a permis d'avoir des populations denses, mais des populations dispersées. C'est une des caractéristiques majeures de notre société bretonne. Pour beaucoup de gens, d'analystes, la dispersion, c'est l'anarchie. Que non. C'est un modèle d'organisation très pensé. C'est la diffusion de l'habitat, oui, c'est l'anarchie. Mais la dispersion, non, c'est un système pensé. Et dans la relation ville-campagne, qui est fondamentale, aussi bien pour l'alimentation que l'énergie, que cette question de l'eau, le schéma que nous avions en Bretagne de villes moyennes ou petites, disséminées sur tout le territoire, était un schéma très responsable, très citoyen. Et c'est en ça que je critique beaucoup les concentrations urbaines actuelles, qui ne répondent d'ailleurs même plus au sens ou à la définition du sens de la ville. Ce lieu agonal où la société règle ses conflits, etc. Non, c'est plus ça aujourd'hui la ville. Comme je vous le disais, la ville aujourd'hui, elle est un simple système productif et marchand. Donc peut-être faut-il recréer la ville au sens justement citoyen, démocratique du terme. Et notre modèle que nous avions des villes-pays en Bretagne me semble être tout à fait l'élément de réponse, de solidarité entre le monde rural et le monde urbain, de faible pression sur le milieu aussi. Parce que ce sont des villes qui n'excèdent pas 50 000 habitants. La ville pays moyenne, la ville-centre, elle fait entre 20 et 30 000 habitants. Elle offre tous les services dont on a besoin. Et dans une société aujourd'hui où, je dirais, les échanges télématiques font qu'on n'a plus besoin nécessairement d'une mobilité physique, eh bien, c'est un élément de réponse justement à cette moindre pression des populations sur les territoires. On reçoit actuellement en Bretagne entre 40 et 45 000 habitants par an nouveaux. Sur la Bretagne, 5 départements. Où vont-ils majoritairement? Ils vont sur Rennes, sur Nantes et sur le littoral. Et ça, c'est des non-sens d'aménagement. Ces mêmes populations seraient réparties plus ou moins équitablement sur l'ensemble du territoire breton. Nous n'aurions pas les gradientes d'inégalité sociale sur le territoire. Nous serions plus à même de générer cette relation intime entre l'homme et le milieu et ces solidarités, justement, entre ville et campagne, d'une manière plus équilibrée sur l'ensemble du territoire. Mais ça, c'est un schéma de pensée qu'on appelle en géographie le polycentrisme maillé. Alors là, je pleure parce que le dernier schéma de développement de l'espace communautaire européen, qui date de 1999, à une époque où il y avait encore un peu d'aménagement, de conception de l'aménagement au sein de l'espace européen, prônait ce polycentrisme maillé. Mais la crise des années 2000, 2006, 2008, a tout balayé, et aujourd'hui on est sur des logiques de polarisation, de concentration et d'inégalité spatiale de plus en plus criantes. Donc un choix de société, pour moi, un projet de société qui respecterait nos équilibres naturels avec les évolutions de notre vie socio-économique, passe inévitablement par une meilleure dispersion des populations, mais une dispersion organisée des populations sur l'ensemble de notre territoire. Mais ça va va à l'encontre de tous les schémas aujourd'hui, la doxa d'aménagement qui a cours. Cette dispersion doit aussi ne pas être égalitaire. Elle doit tenir compte justement des potentialités des milieux. En Centre-Bretagne, on le voit bien, sur le haut des monts d'Arrée, la question de l'eau est cruciale.
La commune de Berrien, par exemple, l'été dernier, a tiré la langue. Mais la question de l'eau, elle est de même nature quand on est dans le bassin rennais. Par contre, il y a des territoires comme le littoral nord de la Bretagne, certaines zones du littoral sud, dans les zones rétro-littorales, ont des capacités en eau qui sont supérieures. Et donc pourquoi ne pas concevoir les implantations et diriger les implantations de populations nouvelles vers ces territoires plutôt que vers Rennes, Nantes et la côte. Des territoires plus adaptés en fonction Voilà. des ressources. Et là, on est dans le vrai équilibre, et là, on est dans les vraies solidarités. Et à ce moment-là, on peut peut-être poser la question de l'interconnexion pour équilibrer les différences. Mais pas partir de l'interconnexion au départ. Ça me semble être une question fondamentale. Et elle est posée depuis longtemps, puisque même le maître qui m'a formé, Michel Fliponneau, posait, pas sur la question de l'eau, mais sur la question des équilibres spatiaux au sein de la région, cette même question il y a 50 ans. Lorsqu'il préconisait de créer une université en Centre-Bretagne et peut-être une nouvelle capitale de la Bretagne du côté de Guerre-les-Dents. Bon, il y a les agences de l'eau. Elles jouent un rôle très important, ça c'est indéniable et je ne les remettrai pas en cause, ces agences. La seule chose que je remettrai en cause, c'est, et ça remet en cause la conception du fonctionnement de l'État français. Cet État français, il a une vision centraliste, unicitaire, avec un modèle qui s'applique partout de la même manière. Et cela avec une tête de pensée qui est à Paris, enfin en Île-de-France. C'est un système lourd et qui n'est pas réactif par rapport aux besoins du terrain. Mais il y a eu une expérience qui, en la matière, que j'ai trouvée très intéressante dans les années 2000. C'était l'institution, dans le pays de Quimperlé, de ce qu'on appelait un parlement de l'eau. C'est malheureusement, j'en parlais avec, comment il s'appelle, Michael Kernez, qui est maintenant vice-président de la région, mais qui était un peu à l'initiative de ce parlement de l'eau. C'est quelque chose que je trouvais très intéressant sur les bassins de la Laïta, et les Isole, etc., et puis le Belon. C'était une sorte de système participatif local, comme on peut le retrouver dans les démarches de pays, qui n'avait comme seule et unique mission que de gérer justement l'approvisionnement en eau et sa qualité. Y étaient conviés les responsables politiques, les responsables économiques, les associations représentant les habitants. Et là, localement, on pouvait débattre de la gestion de l'eau sur ce territoire. Malheureusement, cette expérience n'a pas s'est pas pérennisée. Mais ça, c'est quelque chose qui est en prise directe. Et quand je pose la question, moi, de l'adaptation à la contrainte climatique, je pose nécessairement la question qui va en parallèle d'une gestion intégrée du milieu par les populations elles-mêmes. Et cette gestion intégrée, quand on touche la complexité, ne peut se faire qu'à des niveaux locaux. C'était défini lors du sommet de Rio en 92. J'ai travaillé, moi, personnellement, sur les questions littorales et maritimes dans ces concepts de gestion intégrée. Et là, je suis un peu atterré de voir que plus personne n'en parle. La Bretagne avait commencé à expérimenter cela sur sa zone littorale, avec notamment de très bons rapports qu'avait pu mener Yannick Morisseau quand elle était vice-présidente à la région. Elle avait fait une étude, fait publier une étude sur la gestion concertée du littoral breton. C'était quasiment exemplaire, pas en tout, mais quasiment. Et c'est ces démarches globales que nous devrions avoir aujourd'hui sur toutes ces questions, et notamment sur la question de l'eau. Alors ça n'empêche pas les agences de bassin de définir des orientations, mais ça responsabilise localement les populations aux contraintes qu'elles ont à gérer. Mais ça démarre, c'est toute aussi une révolution politique et citoyenne à l'égard de laquelle aujourd'hui on s'éloigne. Les années 90 ont été pour moi des années où on allait petit à petit vers cette approche d'autogestion. Et puis, encore une fois, la crise est arrivée, le marché avec ses règles s'est imposé, et nos politiques s'y sont jetés à pieds joints. On est dans des recentralisations politiciennes, on n'est plus du tout dans cette délégation
vers le citoyen de la définition de son avenir. Lorsque je suis parti en Afrique, avec des bonnes idées de militants de gauche, etc., tiers-mondistes, on avait une Bible qui était l'Almanach Cousteau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Les unités de méthanisation, on les développait dans les villages, avec des moyens artisanaux, etc., des petites unités. Bon, hein, pour résoudre le problème du combustible. Aujourd'hui, on dit pique-pente de la méthanisation. Moi, je reste persuadé que la méthanisation, ça reste un bon élément de réponse sur le plan énergétique, à condition effectivement de ne pas tomber dans les travers de ce système industriel aujourd'hui que sont devenus ces grands méthaniseurs fermiers qui ne sont là que pour une notion de rentabilité financière. Bon, alors je vous rejoins tout à fait quand on critique la production de maïs à grand renfort d'arrosage pour faire fonctionner les méthaniseurs. Le méthaniseur, c'est pas comme ça que je le conçois, mais toutes les autres formes de production d'énergie non plus. Même chose pour les éoliennes, même chose pour l'hydraulique, même chose si vous voulez pour tous les autres systèmes de production. Je crois que un des problèmes justement que nous avons et qui repose sur la technologie, enfin qui est une des dérives de la technologie de nos sociétés techniciennes, c'est que, et marchandes, c'est que tout n'est conçu non pas par rapport à l'outil lui-même, mais par rapport au profit qu'il va générer et au jeu bancaire qu'il va permettre de susciter. Donc, c'est toujours les logiques d'économie d'échelle, de grands machins, qui ne profitent qu'à quelques-uns, au détriment et des hommes et de l'environnement. Donc la méthanisation, je la défends toujours, sur de petites unités. Il y a une chose, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais je sais que les chercheurs de Rennes 1 travaillent sur des petits méthaniseurs urbains qui tiennent dans un conteneur. Et c'est vrai qu'on pourrait les avoir partout, pour des petites productions locales. C'est la diffraction des ressources qui me semble être un enjeu fondamental, un peu comme la répartition de la consommation de l'eau, qui me semble être un enjeu fondamental par rapport à ces grands machins qui concentrent, qui coûtent cher et qui ne fonctionnent qu'au profit des banques ou des multinationales. C'est ça le vrai enjeu. Et la réappropriation par le citoyen de ces données vitales, ça passe justement par... Alors, certains diront time is not beautiful, mais small is not beautiful, mais quand même un peu, par rapport à cette question citoyenne de responsabilité, oui. C'est peut-être pas rentable économiquement, mais on s'en fout. La question, elle n'est pas là. La question, elle est dans cet équilibre environnement, social, marché. Alors, comment ? Quand je pose la question, par exemple, tout à l'heure, de la nécessaire pour conserver l'eau sur nos sols, la nécessaire reconstitution du système talus-bocage, ça remet en cause toute l'agriculture, toute la manière dont l'agriculture actuelle fonctionne en Bretagne. Et là, on est sur une question de confrontation entre un modèle agro-industriel d'un côté, qui continue à détruire des talus pour toucher des subventions et accroître ses productivités, et le besoin commun de garder l'eau sur notre territoire. Donc ça implique nécessairement une refonte du modèle agro-industriel breton, ou du modèle agronomique breton plutôt. Alors tant qu'on aura un système politique qui sera complètement inféodé aux intérêts de cette hégémonie du système agricole national et breton, on ne pourra rien faire. C'est terrible. En 2010, j'ai participé, en tant qu'élément, apport de réflexion, je ne sais plus, aux assises de l'agriculture bretonne, je crois que c'était les 3e assises de l'agriculture bretonne. On avait déjà essayé, au cours des discussions qui ont duré l'équivalent de 3 mois, où étaient présents les acteurs politiques, les acteurs professionnels de la DDA, les associations, etc., de définir ce que pourrait être une agriculture bretonne plus responsable. C'était parfait, on était arrivé à des schémas d'agriculture plus paysanne, qui sont évoqués dans l'ouvrage de Legendre,
le modèle Pochon, quoi, hein, mais ça, c'est pas uniquement celui-là, hein. Une agriculture plus humaine, comme ce que défend la Conf, bien sûr. Moi, j'ai milité longtemps auprès de la Conf, hein, dans les années 80, qui a comme objectif, justement, non pas la production pour elle-même, mais de faire vivre le plus grand nombre de gens. Et face à la mutation climatique que nous allons avoir à gérer, il faut du monde dans les campagnes, pour le bienfait de tous, hein, parce qu'entretenir tout cet environnement, ça demande du travail. Et pour revenir à ces assises, eh bien, la dernière séance, est arrivé le président du Crédit Agricole du Finistère et président de coopérative agricole, de grosse coopérative agricole du Léon. Et en un tour de main, tout s'est écroulé. Et tout le monde, excusez-moi le terme, m'a fermé sa gueule. Le préfet de région, le préfet, le président de région ou ses représentants, les services de la DDA, etc. Et tout a été balayé en un revers de main, en un quart d'heure. Donc, quand on parle de mutation de l'agriculture bretonne, je suis très très sceptique. Et les prises de conscience, certes, elles ont commencé. Mais est-ce qu'on a le temps d'attendre ? Moi, quand je pose des questions, par exemple, sur la capacité de porter d'un territoire à porter une population, ça fait 30 ans que je pose la question. Quand j'en ai parlé souvent dans des réunions face aux services de l'État, mais c'était la risée quasiment. Les services des TTM parlent au mieux que de la notion de capacité d'accueil, mais qui n'a rien à voir. Capacité d'accueil, c'est une illusion qui passe justement par la technicité. On peut avoir 10 000 habitants km² si on veut ici. Hein. Il suffit Singapour le fait, ou Hong Kong, il suffit de mettre les moyens techniques en rapport. Mais où est la rationalité là ? La question, elle n'est pas là. Car ça nous rend complètement dépendants de la technologie. Or, une technologie, par définition, c'est aléatoire. Ça peut très bien fonctionner un jour, et si le contexte 10 ans plus tard est différent, qui dit qu'elle fonctionnera ? Il y a quelques années, je travaillais sur les îles, hein, quand j'étais encore en activité, justement sur des approches de gestion intégrée. Et j'avais été choqué en 2007, j'allais faire une conférence à Belle-Île en plein hiver, enfin au mois de mars, sur les questions de pression littorale, de pression humaine littorale. Et Belle-Île était en manque d'eau, déjà au mois de mars. Or j'y vais avec ma femme et puis un collègue, et on passe 2-3 jours à Belle-Île, et chose étonnante, et des pluies énormes. Le lieu où on était hébergé était inondé, etc. Et on se balade, on voyait l'eau courir sur les routes, partir, rien ne la retenait, et dans le même temps, parce qu'il y avait eu sécheresse auparavant, le département du Morbihan venait de mettre en place une unité de désalinisation qui coûtait une fortune. Est-ce qu'il n'eût pas été plus simple, simplement, d'avoir des petits systèmes de diguettes, de rétention de l'eau et de la récupérer ? Mais c'était pas assez valorisant en termes de politique. Beaucoup plus intéressant de dire on va mettre en place une unité de désalinisation plutôt que de faire des fossés et des noues pour retenir l'eau. Aujourd'hui, je crois qu'on est entre 10 et 12 euros du mètre cube de désaliniser. On peut le faire. Hein. Ça consomme énormément d'énergie électrique. Même s'il y a des systèmes d'osmose inverse qui maintenant permettent de réduire un peu cela. Et puis ça reste un procédé marginal, quoi. Il n'y a que les pays du Golfe qui sont capables de se payer ça. Il y a tellement d'autres choses plus simples à faire avant. C'est ça le problème. Et les choses simples, c'est comme je vous disais, garder l'eau au sol, et puis au-delà d'un certain seuil de peuplement, dire on ne peut plus accueillir, puis voilà, vous allez habiter ailleurs. C'est comme ça. Et ces gens-là ont déjà adopté leur stratégie. Ils vont vivre au sud de l'Argentine, là, des côtés des grands glaciers. Ils vont vivre effectivement au nord de l'Écosse, etc. Eux, ils sont déjà dans cette logique de fuite et d'adaptation à des territoires, à l'évolution du climat.
Mais seule une minorité peut se permettre ça. Et le reste de la population. C'est là que la démarche individuelle ou de petite collectivité me semble importante. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, quand je suis arrivé comme coopérant militaire en zone soudano-sahélienne en Afrique, le premier problème auquel je me suis heurté, j'avais un bébé, c'était lui offrir de l'eau potable tous les jours. Et la première des choses que j'ai faites, c'est d'acheter 2 bassines en plastique et une bassine en aluminium. Et des filtres bougies. Et j'ai fait mon unité de traitement d'eau. Je pouvais avoir l'équivalent de 60 litres d'eau par jour, propre. Avec simplement en prenant l'eau qui arrivait pleine de boue et de tous les virus qu'il y avait là-dedans. Donc c'est faisable. Et donc une petite collectivité peut très bien aussi gérer ces choses-là. Et c'est en cela que je trouve ça intéressant, parce que ça responsabilise l'individu ou la collectivité par rapport à l'usage. C'est ça le problème. Dès qu'on est dans les grands machins, on déresponsabilise. Je reviens à la question au thème que j'abordais au départ. Hein, vous voyez ? Première question environnementale, reconstituer, et d'urgence, notre maillage bocager avec forêt linéaire. À la fois pour retenir l'eau et pour faire que les cycles se raccourcissent entre évapotranspiration et pluie. Ça, c'est l'urgence, me semble-t-il. Ça peut aller vite. On a mis 20 ans pour détruire nos talus, on peut très bien, en 20 ans, les reconstituer sans problème avec les moyens actuels. Il y a des gens qui l'ont fait. Je pense à un prof du lycée agricole de Pommery-de-Jeudi qui, dans les années 80 déjà, initiait ses élèves à reconstruire des talus. Saïd Gestin, je ne sais pas si vous le connaissez. Lui-même posait la question, et c'était très pertinent de sa part, parce qu'à l'époque, il était un des rares à oser dire ça. La deuxième chose, pour moi, la deuxième grosse mesure, c'est stopper les concentrations humaines et mieux répartir les populations sur le territoire, de façon à ce qu'elles soient en adéquation avec la ressource et responsabilisées par rapport à cette ressource. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais par contre, si la région avait une autorité particulière et une décision majeure à prendre, ce serait de faire de cette question de l'eau le combat prioritaire actuel. L'autonomie de la Bretagne passera déjà par l'autonomie des conditions qui vont nous permettre de survivre dans un climat autre, assurément plus sec. Parce que ça suppose, pour mener à bien une telle politique, qu'il y ait une autonomie politique justement de la région et qu'elle ait les capacités normatives à définir des règles juridiques, qu'elle ait les capacités aussi à avoir des financements qui soient en rapport avec ce besoin. Alors c'est tout le débat qui va y avoir ces prochaines semaines, avec justement la revendication d'un statut pour la Bretagne et d'une autonomie pour la Bretagne. Jusqu'où notre président de région ira-t-il à la revendiquer? Ça, c'est une autre paire de manches. On entre là dans le jeu politicien. Mais si on met de côté le jeu politicien pour ne garder que le jeu politique au sens, je dirais, élémentaire du terme, oui, c'est la priorité. Mais ça veut dire changer aussi nos pratiques agricoles, nos organisations urbaines, notre mobilité, etc. C'est ce que j'appelle un projet d'aménagement. Mais ça suppose une volonté politique très forte. Et ça suppose parallèlement, et c'est là que je pense se trouve un deuxième problème, une sensibilisation des populations à ces enjeux-là. Or, les jeunes ne sont pas éduqués localement à ces enjeux. Les représentants politiques, pour la plupart, pas trop, sauf leur sensibilité personnelle. Mais c'est une question de survie de notre société, oui.